Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a fait pas mal de bruit. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Oui, un titre un peu provocateur. Carrément. Et notre mission, c'est d'aller chercher les idées fortes de ce livre. Comment on peut peut-être trouver une satisfaction plus authentique en arrêtant de courir après le bonheur à tout prix? Une idée de base assez déroutante en fait. Ne pas chercher la positivité constante. Voilà. Alors on commence par quoi? Il y a cette notion de... comment il appelle ça? Déjà la boucle de rétroaction de l'enfer. Ah oui, ça c'est central. L'idée que se sentir mal de se sentir mal, ça nous enferme. C'est ça. Vouloir à tout prix être bien nous rendrait paradoxalement plus anxieux. C'est fou comme idée, non? Complètement. Et du coup, la proposition de Manson, c'est pas de viser plus de bonheur, mais peut-être de se soucier de moins de choses. Moins mais mieux choisi. Exactement. Et ça passe par une chose assez fondamentale, accepter les expériences négatives. Les voir comme, normal. Normal, voire nécessaire. Oui, c'est ça. Il dit que la maturité, ce n'est pas d'éliminer la souffrance, c'est impossible, soyons clairs, mais de choisir pourquoi on accepte de souffrir. D'accord. Le bonheur viendrait alors de la résolution des problèmes, pas de leur absence totale. Tout à fait. La douleur, la difficulté, ça devient un signal, un indicateur de ce qui compte vraiment pour nous. Donc au lieu de fuir les ennuis, il faudrait presque chercher les bons ennuis. Ce qu'on est prêt à affronter. C'est un peu l'idée. Trouver les problèmes qu'on a envie de résoudre, ceux qui résonnent avec nos valeurs. Ça me fait penser à un autre point qui bouscule un peu, l'idée qu'on n'est pas tous exceptionnels. Ah, la critique de cette pression constante à être extraordinaire. Oui. Le livre tape un peu sur le mouvement de l'estime de soi, qui nous pousse à nous sentir spéciaux, parfois sans raison valable. Exactement. Manson suggère qu'accepter une certaine médiocrité, et il faut entendre ça sans jugement, juste comme une vie normale avec des hauts, des bas, ça peut être très libérateur. Libérateur, parce que ça nous enlève cette pression dingue d'être toujours au top. Voilà. On se libère d'attentes qui sont souvent irréalistes et épuisantes. Et c'est cette acceptation qui permet d'aborder l'étape suivante, qui est cruciale, la responsabilité. La responsabilité, ah oui, le fameux passage où il dit « Peu importe si c'est de notre faute ou pas, notre réaction, elle, nous appartient toujours. C'est ça. Et c'est une distinction importante. Ce n'est pas dire qu'on est coupable de tout, » Non, bien sûr. mais qu'on est responsable de comment on choisit d'y faire face. Un événement extérieur arrive, bon ou mauvais, la faute peut être ailleurs, mais la gestion de cet événement, notre réponse interne et externe, ça, c'est notre domaine. C'est là qu'on retrouve une forme de pouvoir, en fait. C'est exactement ça. Et il y a une citation qui dit quelque chose comme « La seule différence entre un problème douloureux et un problème puissant, c'est souvent le sentiment qu'on l'a choisi et qu'on en est responsable. » Ça change tout. Oui, ça déplace le curseur de victime à acteur. C'est puissant comme idée. Et ça doit être lié à ce qu'il dit sur l'incertitude et l'échec. Tout à fait. Si on prend la responsabilité de nos réactions, on peut agir même sans savoir si ça va marcher. L'échec n'est plus une catastrophe, Mais une information? précisément une information pour ajuster le tir. Comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il apprend de la chute. C'est le processus normal. Et ça mène à l'idée que c'est l'action qui crée la motivation, et pas l'inverse. Faut pas attendre d'avoir envie pour commencer. Exactement. Lance-toi, même petit, et la motivation suivra peut-être. Et pour pouvoir agir sur ce qui compte, Il faut savoir dire non au reste. Le rejet. oui, apprendre à dire non aux distractions, aux sollicitations qui ne sont pas alignées avec nos valeurs choisies. C'est essentiel pour protéger son énergie. Pour se concentrer sur les fameux bons problèmes dont on parlait. C'est ça. Et tout ce cheminement, finalement, il le relie à quelque chose d'encore plus fondamental, la conscience de notre propre finitude. Aborder la mort pour mieux vivre. Ça peut paraître un peu sombre, non? Ça peut, mais l'angle est intéressant. En s'inspirant d'Ernest Becker, il parle de la terreur de la mort, cette peur inconsciente qui motiverait beaucoup de nos actions futiles. D'accord. Et donc l'idée de Manson, c'est quoi? De regarder ça en face. Oui, d'accepter consciemment qu'on a un temps limité. Et cette conscience, elle peut nous aider à clarifier ce qui est vraiment important maintenant. Ça donne de la perspective, en fait. Ça aide à relativiser les petits tracas du quotidien. Exactement. Et à investir notre énergie dans ce qui compte vraiment pour nous, dans ce qui a du sens, peut-être même dans quelque chose qui nous survivra. Ok, alors, si on essaye de récapituler tout ça, le message clé, ce serait choisir ses préoccupations avec soin,
moins mais mieux, accepter le négatif et la normalité, prendre la responsabilité de ses réactions, Voir l'échec comme un prof, pas comme une fin, savoir dire non, et utiliser la conscience de notre finitude pour donner du poids à nos choix. c'est une bonne synthèse. Et peut-être, pour laisser une dernière idée en suspens, Oui, si on accepte que la souffrance fait partie du voyage et que le bonheur vient de la manière dont on choisit et affronte nos problèmes, alors la vraie question n'est peut-être pas comment être heureux. mais plutôt. Plutôt, quel problème suis-je prêt ou prête à choisir, à endurer pour vivre une vie qui ait du sens